Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre troisième émission, Mea Culpa, dédiée aux droits humains en Algérie. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard, des problèmes techniques, et nous nous excusons également de ne pas avoir parmi nous Maître Majid Achour, qui devait nous rejoindre et qui ne peut pas, qui a du mal à se connecter à partir de l'Algérie. Donc aujourd'hui, notre émission est essentiellement consacrée à la question de la grève de la faim de 3 détenus d'opinion. Avant de donner la parole à Youssef Rezoug, qui rentrera dans les détails à la fois des détenus d'opinion concernés par cette grève de la faim et de ce qu'il en est en Algérie, je souhaiterais juste évoquer la question de la grève de la faim des détenus comme une question politique. Dans l'histoire, il y a des grèves de la faim qui ont marqué l'histoire des pays. Alors en Inde, la grève de la faim de Gandhi dans les années 40, et dans les années 50, la grève des Algériens dans les prisons françaises coloniales dans les années 50. Donc c'était un épisode assez intéressant de voir que les Algériens, pendant la France coloniale et dans les prisons coloniales, ont initié quelque chose, ont initié donc la grève de la faim, et quelque chose qui a fait école, en tous les cas selon certains universitaires. Plus près de nous, donc la grève des Nord-Irlandais en 81, quand Thatcher était au pouvoir. Donc ce sont Bobby Sand et d'autres détenus d'opinion, donc pour certains qui sont morts dans les prisons anglaises. Donc aujourd'hui, la grève de la faim de Tajeddit, de Chérif Mellal et Baba Nedjar va nous occuper. Je te passe la parole, Youssef, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Oui, Wardia, c'est vrai, la grève de la faim, c'est une question politique. D'abord, même, c'est l'action, elle devait être accompagnée, chaque grève de la faim, d'une action politique. Parce que si elle est isolée d'une manière individuelle, elle est un peu suicidaire. Parce que la protestation devait être accompagnée par une médiatisation. Cette action est suivie par d'autres actions. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on essaye d'informer sur la grève de la faim. Pour l'instant, on a 3 détenus d'opinion qui sont en grève de la faim, comme tu viens de les citer, Mohamed Tajeddit et Chérif Mellal et Baba Nedjar. Baba Nedjar fait partie des plus anciens détenus. Depuis 2005, c'était dans la cabale montée contre Fakhardine Kamaldin Fakhar, qui a été l'ARMO, qui est décidé suite à une grève de la faim, etc., qui était une grève de la faim qui a dépassé les 40 jours, etc. Donc, il a été arrêté et lui ont demandé de faire des aveux contre Kamel Fakhardine, donc Kamaldin Fakhar, donc à propos d'un assassinat qui a été commis. On connaît l'histoire de Ghardaïa et le conflit qui a eu lieu, etc., qui a été instrumentalisé. En même temps, il a refusé de faire ça, donc il a été condamné à la perpétuité jusqu'à aujourd'hui, et revendique à partir de la prison la révision de son procès et son innocence. Concernant Chérif Mellal, comme vous savez tout le monde, que Chérif Mellal il était président de l'équipe de GSK,
aussi dans cette cabale montée aussi, parce qu'on voulait changer surtout la direction du GSK en même temps dans aussi dans une instrumentalisation plutôt qu'on a tenté d'enlever, de retirer la GSK à ces supporters qu'il y avait de nouvelles c'est-à-dire de nouvelles forces, en même temps, qui sont rentrées pour évincer Chef Mellel. Et c'est pas arrêté à cela, ça veut dire qu'ils lui ont collé un procès, et il passe déjà, il est à sa troisième année de procès, à sa troisième année de prison. En même temps, on a vu cette semaine l'appel de sa famille, et c'est pas sa première grève de la faim. D'ailleurs, il a fait la première grève de la faim pour demander que son procès ait lieu. Ça veut dire qu'il a tardé dans l'instruction. Il a plus d'une année, etc. Donc, il est à sa troisième ou quatrième grève de la faim chez Mellel. Mohamed Tejadid, quant à lui, il a 31 ans, c'est un jeune d'origine aussi de la Casbah de Bebloued, qui s'est monté dans le Hirak, et ça, c'est le poète du Hirak, on l'appelle. Il a passé dans 6 ans, depuis 2019, parce que Mohamed, il a tenté tout. Il a vécu sa vie comme tout jeune. Il a fait des formations, il a fait même une formation professionnelle, une formation d'art et de poésie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il avait fait de poésie. Donc, il a tenté tout, il a tenté même le Harga, il voulait partir. Mais quand il y a le Hirak, il lui a donné de l'espoir. Et l'un des premiers poèmes qu'il a acclamé, c'est la première semaine de Hirak sur les marches de Tiana, l'agora organisée par des artistes et des femmes, etc. Oui. Il a acclamé sur son premier poème. Et par la suite, il y a eu toujours des poèmes, même à partir de la prison. Il a fait 4 ans, pendant 6 ans, 4 ans de prison. Il est suivi dans 13 affaires. La dernière, quand il a été d'ailleurs gracié le 1er novembre 2024, et 2 mois après, en janvier, suite au mot d'ordre, le mot d'ordre Manish Radi, ils l'ont arrêté au début du mois de janvier 2025. Et l'une des reproches qu'on lui fait, c'est des appels téléphoniques pour lesquels il n'a pas répondu du tout. En même temps, lui ont posé même une question à propos, parce que, comment il s'appelle, le journaliste israélien Idi Koring, qui a repris une déclaration de Mohamed Tejadid à propos, parce que à propos de l'appel de son assassinat à partir de Paris par un si on peut le dire, par un Bouspa qui était ici en France, etc. On connaît l'histoire, c'est Amoun Boualem, à partir de cette histoire. Donc, les questions qui lui ont été posées au procès. Donc, elle a été condamnée 5 ans, puis 1 an de prison. Et ça arrive le 11, la veille de libération de son salle, il a été condamné pour une autre affaire à 5 ans de prison ferme, suivi pour 6 chef d'inculpation, dont 3 criminels. Et il a un autre procès pour le 30. Là, pour rappeler la situation, c'est-à-dire Mohamed Tejadid, qu'il est, en même temps, il faut rappeler, et sa grève de la faim, la dernière nouvelle qu'on a eue, cette semaine, par le biais, c'est avant-hier, par le biais de son avocat, qui dit qu'il est souffrant, il a des problèmes au niveau des reins, etc. C'est son 8e jour de grève de la faim. Et l'administration, peut-être on pourra parler tout à l'heure des conditions carcérales, parce que l'administration carcérale a été informée, d'ailleurs même sa grève de la faim, il l'a informé d'abord au début qu'il allait enclencher une grève de la faim. Et selon les lois, au cas de grève de la faim déclarée, etc., il faut que l'administration carcérale assure le suivi médical et le suivi du détenu qui fait grève de la faim. Je voudrais juste revenir parce que
la presse algérienne, en tous les cas celle qui est au pays, ne nous renseigne pas sur la question des détenus d'opinion et sur pas grand-chose d'ailleurs. J'ai lu dans The Observer, journal donc britannique, que au prochain procès, il risquerait la peine de mort. Oui, selon les accusations pour lesquelles il est poursuivi, lui et d'autres aussi, et d'autres seront poursuivis aussi dans apologie terrorisme, etc. Oui, il y a eu des peines capitales, c'est vrai, pour l'instant, l'Algérie, et il y Oui, a il y a le moratoire, mais elles sont prononcées moratoire, quand même. mais ils ont quand même, euh, condamné à la peine de mort, même à la perpétuité. On a vu même dans l'histoire de Walid Naqish en 2021 qu'il avait même, le procureur a demandé la perpétuité, alors qu'il a été acquitté par la suite. C'est des questions. Il y a, selon les accusations, on peut lui demander. D'ailleurs, il faut rappeler aussi qu'il était, Mohamed Tadjadi, cette semaine, lauréat d'un prix international de la liberté d'expression à travers l'art. Qu'elle a été. Index, alors je vais juste lire le nom D'accord. le titre, donc The Index on Censorship Freedom of Expression Award. Donc c'est un prix international qui récompense les personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes de censure ou de censure par rapport à, en tous les cas, un certain discours que les autorités de leur pays n'autoriseraient pas. Je te Oui, laisse poursuivre. oui, Mohamed Tadjadi, c'est avant, parlait tout à l'heure des Sokartia, mais Mohamed Tadjadi était symbole de cette génération de jeunesse, et beaucoup d'autres sont présents comme lui, etc. C'est la génération Hirak. C'est pas, il est unique, mais c'est leur symbole. D'ailleurs, depuis qu'il a cru à un changement qui lui offre aussi, il lui donne aussi de l'espoir de vivre en Algérie. Et depuis, c'était son combat à travers sa poésie, ses positions. C'est pour ça qu'on veut, on veut le casser. On veut casser ces jeunes. On veut, c'est-à-dire donner l'exemple, faire de lui l'exemple et le casser. C'est-à-dire, on ne lui laisse même pas le droit, on lui conteste le droit même, c'est-à-dire de rêver d'une Algérie autre, etc. Et moi, personnellement, je veux dire que je me souscris dans les appels ces derniers mois, surtout après la libération de Sansal, qui clame aussi la libération d'autres détenus. Tous les détenus, pourquoi il y a ce traitement à deux vitesses. Oui, je me souscris, mais je dirais que la question de Mohamed Tadjadid et de Sherif Mellal et de Baba Njar et tous les autres détenus, elle ne se résume pas à une libération. C'est-à-dire qu'il faut, si on n'endigue pas, si on n'élimine pas ce qui a engendré leur condamnation et leur emprisonnement, on n'a rien réglé. Il y aura d'autres, Mohamed Tadjadi, il y aura d'autres, etc. Il faut que cette libération, le demande de la libération soit accompagnée par c'est-à-dire le droit à l'expression, l'ouverture médiatique, politique, etc., permettent à ces jeunes de s'exprimer librement. S'il n'y aura pas ça, il y aura d'autres. Oui. Alors, et la justice indépendante, c'est ça si on ne règle pas cette question, on n'a rien réglé. Justement, la justice, bon, il y a les gouvernants, il y a donc ces décideurs, mais ces décisions ne peuvent être effectives que si des juges
des juges n'obéissent pas. Enfin, s'ils n'obéissaient pas. On a des juges qui obéissent à des agendas politiques, donc qui n'obéissent pas à la justice. Et j'ai coutume de dire que la première victime en Algérie, avant les détenus d'opinion, même si voilà, c'est quand même la justice algérienne. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de juges qui ne jugent pas en leur âme et conscience, mais qui jugent selon ce que le politique dicte. Et le politique, en ce moment, dicte donc la répression de citoyens qui oseraient contester ou poster ne serait-ce qu'un petit message un peu contestataire ou que l'on interpréterait comme contestataire. Je voulais juste préciser, parce qu'on ne parle pas assez de Baba Ndjar, je voudrais préciser que Maître Dabbouz, Maître Dabbouz, donc on parle très bien, il rentre dans les détails, c'est-à-dire qu'il reprend, il connaît l'affaire, et pour l'avoir suivi, c'était l'ami de Kamaddin Frare. Donc je vous invite à aller sur la page Facebook de Maître Dabbouz, donc qui donne les détails de l'incarcération et de la condamnation de Baba Ndjar, et donc qui, lui, on le fait rentrer dans la détention du droit, enfin des prisonniers de droit commun. Donc, il est sorti. On a réussi à le faire sortir de cette catégorie des détenus d'opinion pour le mettre sur. Donc, Maître Dabbouz en parle très bien. Il rentre dans les détails. Et si vous voulez davantage de détails, donc allez sur la page Facebook de Maître Dabbouz. Par rapport à Youssef, par rapport aux conditions carcérales, tu avais commencé donc à évoquer la question donc de la grève de la faim et des obligations qui sont faites normalement aux institutions carcérales de mettre à disposition un suivi médical des personnes des détenus d'opinion. Et visiblement, ce n'est pas le cas concernant Tajadit. Oui, ce n'est pas le cas, comme il n'y avait pas le cas, même en ces temps, Kamaddin Frare aussi, Oui, il n'y avait pas le suivi, etc. Parce que ce qui est dans la loi, ce que le détenu doit annoncer et fait informer qu'il se rentrera en grève, déjà il aura la prise en charge et le suivi. C'est-à-dire, à part le suivi, même sa prise en charge, mesurer sa tension à tout moment, etc. Donc, ce n'est pas le cas, ce nous a dit. Ce n'est pas le cas de Baba Ndjar non plus, puisque sa famille vient cette semaine donc de publier sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook l'état de santé de Baba Ndjar qui est critique et qui est alarmant. Et je voulais, ce qu'il disait aussi il y a 2 jours, Maître Ahmin, qu'il a rendu visite à Tajadit, qu'il dit qu'il souffre de terrain, en même temps que l'administration carcérale a été informée, alors qu'il n'y a aucun suivi médical sur cette question. Pour revenir sur, on ne peut pas, seulement, c'est ceux qui disent que on peut détacher la question aussi des droits humains ou de questions des libertés par rapport à la nature même du régime. On vit sur la terreur, c'est une dictature. Donc, on ne peut pas espérer une justice indépendante, etc., sans régler le problème, la question de la nature du régime. Dans ce régime, la manière, c'est on a l'appareil plutôt, c'est pas une justice, c'est un appareil judiciaire, des services de sécurité aussi, qu'on peut, ceux qui collent aussi, montent les dossiers, collent les accusations, la police judiciaire, etc., c'est des appareils, c'est des mains, des bras armés au service du pouvoir. Seulement ça, on n'a pas tous les dossiers, comme tu me cites l'Observateur ou d'autres, même l'appel d'amnistie par rapport à Tajadit, etc.,
qu'il n'y a aucune accusation voilà, ils disent qu'il des accusations fallacieuses, même concernant Lim Amri, le syndicaliste qui a été condamné à 15 ans de 15 prison, ans de prison. etc. C'est des accusations farfelues et des accusations qui ne méritent pas. Mais on monte des dossiers et les dossiers, moi, j'ai tellement lu voilà, des arrêts d'envoi, même des arrêts d'envoi des copains, etc., que finalement, même juge de section avec une année de section, il reprend le même rapport de la police judiciaire. C'est-à-dire, et les dernières réformes introduisent dans la procédure pénale, le code pénal, c'était ça. D'ailleurs, pour raccourcir, ils auraient dû mettre aussi, c'est la police judiciaire qui rend les verdicts. Directement, on élimine le procureur, on élimine le juge d'instruction, on élimine le juge, puisque tout ce qui fait est décidé par la police judiciaire, il est appliqué, etc. Parce que la police judiciaire, déjà, elle monte les dossiers et le juge d'instruction ne remet même pas en cause les accusations, aussi la procédure, comment elle a été faite, etc. C'est ce qui fait dire, donc au journal britannique The Observer que l'Algérie qui censure et qui emprisonne un poète, elle est à mettre dans le même camp que des pays comme Myanmar, la Russie, l'Égypte, l'Iran, Oui. la Chine, l'Érythrée, qui emprisonnent des personnes, ne serait-ce que pour une parole. Et je cite, je continue de citer The Observer, qui disent que le paradoxe de ces dictatures, elles se présentent en tous les cas comme étant très puissantes, mais aussi puissantes qu'elles se présentent, elles ont quand même peur de la parole d'un poète. Et donc, elles ont peur d'être renversées par la parole d'un poète, si bien que, elle les emprisonne. En tous les cas, c'est une affaire qui aujourd'hui est sur des cités dans des journaux, dans des médias internationaux, et c'est une affaire qui n'honore pas l'Algérie, puisque Tel Jadid n'est pas un criminel, tout comme tous les autres d'ailleurs, ce ne sont pas des criminels, et l'Algérie n'est pas respectueuse des droits humains de ses citoyens, et l'Algérie bafoue tous les jours les droits des détenus d'opinion et les droits de ses citoyens. Pour revenir aux conditions carcérales, en principe, le Comité international de la Croix-Rouge, et il y en a un en Algérie, devrait, en principe, et parmi ses prérogatives, ce comité devrait rendre visite à ces détenus d'opinion et qui font la grève de la faim, y compris même les autres, pour s'assurer que les conditions d'incarcération respectent les droits humains, ou en tous les cas les droits des détenus d'opinion, et ces grévistes de la faim bénéficient en tous les cas d'un suivi médical. Est-ce que le Comité international de la Croix-Rouge, donc section Algérie, fera la démarche ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je lisais dernièrement un témoignage avec M. Zerelej, qui a fait plusieurs fois à la présidence. Il a fait le coup de à Constantine pour répondre. C'est à certains qui disent, il dit c'est une prison du Moyen-Âge. C'est des prisons. Al-Harraj aussi, il dit ça, et ça. Et raconter, lui, il dit, quand il y a des visites, on leur montre ce qu'on veut, et ils sont informés, on ne leur montre jamais ça. Et tu dis, déjà, pour une salle de 40 lits, il y a 120. Une seule toilette dans une salle, et l'eau, impossible. L'été,
obligés de sortir dans la cour alors qu'il n'y a aucun endroit où s'abriter. Et te raconte ces conditions d'hiver, c'est terrible. Et ceux qui dorment par terre, ils n'ont que de couverture, une par terre, pour l'accès à l'autre, pour se couvrir. Le manger, c'est insupportable. Et la queue, ou là où le petit truc, magasin, guichet, qu'ils vendaient des aliments, etc., pour en acheter, il y a la queue, c'est difficile aussi, où ils ont un truc déterminé, ça veut dire comme consommation pour acheter, etc. Et ces conditions aussi, non seulement dans les conditions carcérales, mais on apprend par exemple des cas, c'est pas des cas la majorité, ça veut dire les gens qui ont, les détenus qui ont été condamnés définitivement, ils sont dispatchés à travers tout le territoire national et des familles sont dans des conditions terribles. Je lui dis aussi un témoignage d'une femme de l'herbe à qui a son enfant détenu dans le cadre de l'affaire dite l'affaire de l'herbe à il est à l'extrême ouest, etc. Il faut 2 Oui, millions de personnes. est-ce que on peut, je pense qu'on peut, on peut parler d'une double et triple peine, puisque Oui, oui, oui. voilà, il y a Oui. l'éloignement, il y a l'incarcération qui est la première peine, et l'éloignement, une deuxième peine, et la troisième peine qui est donc de couper les familles, les détenus de leur famille, puisque les familles ne peuvent pas rendre visite à leurs enfants, à leurs parents, puisque bon, la cherté des transports et Le de détenu a besoin, c'est la joie d'un détenu, c'est l'alimentation. C'est le coffin qui est là une fois par 15 jours. Et ce coffin, s'il est éloigné 800 km, une fois par semaine, ou c'est révisé une fois par 15 jours, je crois, une fois par 15 jours, et l'éloignement, ça ne peut pas permettre, parce que j'ai lisé ce témoignage de cette famille, ils te disent, on a réduit, on ne peut pas aller une fois par mois. Ils ne peuvent pas y aller parce que leur voyage leur fait 2 jours, 3 jours pour arriver, etc. Et j'en ai, moi, à certains moments, il y avait une famille avec laquelle j'ai discuté, la famille Morad Ghernaout, qui a été, c'est vrai, c'est un petit jeune de Chabit Lamer qui a subi même la torture, etc., au niveau de la police, par la police judiciaire, au niveau de Boumerdès, qu'il a été condamné à 4 ans, puis ils l'ont renvoyé. Il était à Tijilabine, puis ils l'ont renvoyé à Tieret. Et il n'a pas de père, il n'a des sœurs qui peuvent se déplacer le voir à Tieret, c'est terrible. Oui, c'est vrai, il va purger sa peine, je crois, en février 2026, mais c'est des conditions terribles pour les familles, non seulement double peine, mais seulement ils veulent aussi, c'est une manière de dissuader, tout en sachant que c'est une manière de briser, dissuader, ça veut dire qu'ils reconnaissent, ça veut dire c'est les mêmes pratiques coloniales, ça veut dire reconnaissent que le jeune ou le fils ou leur proche, il a s'est engagé dans un site exprimé librement sans rien dire d'autre, mais pour le dissuader d'autres, ils lui font payer ça même à la famille. Ça veut dire pour que une autre fois, il ne le pensera pas parce qu'ils n'atteignent pas seulement lui, ils veulent atteindre sa famille. Sa famille, ils lui font souffrir la famille. C'est ça, ce dispatching, ce transfert, elle n'a pas d'autre explication. Pourquoi on envoie les jeunes de l'herbe, on envoie partout, à Béchar, à Betna, à Tlemcen, à Sidi Blabès, à Tiarit, et qui sont, qu'ils auraient dû, normalement, si on veut, voilà, on donne à la prison un rôle éducatif, ils auraient dû les rapprocher plutôt de leur famille que les éloigner. C'est ça ce que une justice réelle,
c'est pas écrit, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont. D'ailleurs, les détenus de l'herbe en Internet, ils ont un procès à refaire, ça veut dire un nouveau procès qui devait normalement les rapprocher. Ça, ils ne sont plus jugés définitivement, mais ils sont toujours dispatchés. Je crois qu'ils vont les rapprocher une fois. Dommage qu'on n'a pas Jamil Majid ici parmi nous, qui va parce qu'il s'est constitué dans l'affaire, donc le procès n'est pas encore programmé. Et c'est vrai, s'il était programmé, ils auraient pu les rapprocher, c'est-à-dire eux, ils attendent que le procès va avoir lieu, les rapprocher, ils mettent dans une prison tout près d'Alger. Oui, alors j'avais évoqué donc la compromission des juges qui mettent à exécution justement l'agenda politique de nos gouvernants. Mais j'ai aussi envie de pointer un peu les responsabilités des médecins de l'institution carcérale, parce que à partir du moment où un détenu souffre, qu'en est-il donc du suivi médical? Est-ce que les médecins de l'institution carcérale obéissent eux aussi aux politiques? Ou est-ce que le serment d'Hippocrate est relégué aux oubliettes? Je ne sais pas, il y a eu des médecins qui ont eu du courage aussi, même on a des témoignages des médecins, même des médecins légistes, après une garde à vue, etc., qu'ils ont eu du courage, ils ont refusé de signer des trucs. Et il y a d'autres aussi qui ont cédé à la pression, ça dépend, etc. C'est vrai, à certains moments, oui, on a, en 2021, d'ailleurs, il faisait partie, Majid, on a lancé un comité contre la torture et par rapport à des conditions carcérales. Donc, à l'époque, le problème se posait, le problème de COFIN, après le Covid, qu'ils ont interdit le COFIN pour les détenus. Et il fallait se batailler pour assurer voilà, le COFIN pour les détenus, etc. Et ça c'est qu'est-ce qu'il disait, un témoignage aussi, je crois, des Iraniens, c'est à propos aussi, quand on interdit les visites, à certains moments, ils ont interdit les visites, etc. C'est terrible pour un détenu. C'est-à-dire, non seulement une condamnation, mais c'est double ou triple condamnation. Et en même temps, certains posent problème aussi, certains qui sont harcelés même dans les prisons. On a entendu même devant les juges, les détenus de l'herbe, ils ont témoigné devant les juges qu'ils leur ont fait signer des PV même en prison. Et d'autres comme C'est-à-dire qu'il aurait été agressé par un gardien de prison dans oui, ça. Intérieure. Oui, c'est tout possible parce qu'il y a même l'affaire de, comment il s'appelle, Yassine Bichita qui accuse, et l'autre, comment il s'appelle, Hajar Zitouni qui accuse des agents envoyés, pénitentiaires, qui ont été envoyés par Épicère Hamlaoui. Il n'y a pas d'enquête pour l'instant, mais il y a des allégations qui posent problème. Ils ont été agressés en prison. Ils ont été poursuivis et blessés, etc. Tant que ces questions demeurent sans réponse, on a le droit de les soulever. Mais la question par rapport à l'heure, on parlait des détenus, avant de rappeler la situation de certains, c'est que à chaque fois, ça veut dire qu'on prive les gens d'expression et tout. On a vu par rapport à vote de l'AG de la résolution du Conseil de sécurité, etc. Ils étaient obligés de faire sortir le ministre des Affaires étrangères pour lui expliquer. S'il y avait débat libre et public en Algérie, on n'arrive pas à ça. Et je me demande d'un autre côté, d'accord, ils ont dit
Tebboune a été riche à Constantine d'une manière extraordinaire, c'est l'euphorie, c'est inimaginable. D'accord, mais vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez besoin d'expression? Vous avez peur de l'expression libre. Pourquoi on a peur de l'expression libre? Et pourquoi on emprisonne les gens? Il a cette force Non, et cette audience. Ce qui est quand même de l'ordre de l'anomalie et de l'ordre de la chape de plomb, c'est qu'il n'y a plus de médias de presse dits indépendants, libres, pour relayer l'information, ce qui fait que nous sommes obligés de compter sur le oui-dire, sur les réseaux sociaux, et heureusement d'ailleurs qu'il y a les réseaux sociaux, parce que on s'imaginerait la situation aujourd'hui s'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour relayer un peu la situation en Algérie. On cherche l'accusation. On cherche l'accusation maintenant. Les n'ont pas accès, ne sont pas. Oui. D'ailleurs, pour preuve, le détenu, le prisonnier, le journaliste français emprisonné à Tizi Ouzou. Oui, mais on ne cherche plus même l'accusation, on la cherche maintenant, même dans la discussion privée. C'est-à-dire, ce qui est privé, normalement, ça ne relève pas. Parce que même si tu insultes, normalement, tant qu'elle est privée, elle n'est pas publique, il ne peut constituer un délai. D'ailleurs, ce qu'ils ont cherché pour les accusations de Sansal, d'ailleurs, et le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer que Sansal, il fallait mieux libérer Sansal parce qu'il coûtait 45 millions 45 millions de centimes au trésor public entre soins et son alimentation, etc. Mais c'est grave de dire ça. Mais combien coûtent les autres détenus d'opinion? Les gens que vous gardez en prison sans rien, ils sont innocents. Il y a des milliers qui sont en prison, ils sont innocents. Et pourquoi vous ne les libérez pas? Sansal, c'est l'argument, peut-être c'est l'argument très maladroit d'un ministre qui ne comprend pas, qui n'a pas cette culture du respect des droits humains, qui ne comprend pas qu'un détenu, même détenu, a droit à être soigné et à être nourri. Même les prisonniers de droit commun, ont droit à la même, bien sûr, au même. Et la dignité, dans la dignité, etc. On les prive de leur liberté. S'ils sont condamnés, on les prive de leur liberté seulement, pas leur dignité. De la dignité. Et donc, cet argument qui consiste à dire que voilà, il fallait le libérer parce qu'il coûtait cher, c'est un droit, c'est un argument qui dénote de l'inculture des droits humains de ce responsable politique, mais de la facilité aussi avec laquelle les charges, eu égard aux charges qui pesaient en tous les cas sur Sansal, et cette facilité, donc terrorisme, intelligence avec l'ennemi, etc., et cette facilité de retourner l'argument et de dire qu'il valait mieux voilà, on est quand même dans à la fois dans une contradiction, dans l'inculture des droits humains, mais aussi dans des formes de politique spectacle et populiste qui consiste à banaliser une condamnation, à être dans l'inflation des condamnations, comme c'est le cas de Sansal et des autres détenus, mais à la fois être dans la banalisation quand ça sert le politique. Donc il est, voilà, Sansal a été condamné avec toute cette inflation des condamnations, mais il a été libéré avec toute cette banalisation de la condamnation elle-même. Donc, au final, est-ce qu'il était aussi coupable qu'on voulait le dire? Il porte la responsabilité de ses propos pour l'histoire.
Mais Oui, mais pour autant, et- on n'avait pas à l'incarcérer pour cette parole tout à fait. exprimée. Mais juste donc, Il passe, Youssef, ouais, oui, il passe non, à vas-y, je l'instant te sur sa première interview, maintenant à l'instant même, qui passe sur France Inter. Et c'est ça, d'accord, ils l'ont libéré, oui, il a droit à ce qu'on demandait, il ne devait pas l'arrêter, etc. Mais comme il a été arrêté, la manière arbitraire avec laquelle il a été arrêté, il a été libéré de la même manière. Nous, oui. Donc, l'absurde de la condamnation, l'absurde de oui, l'arrestation, l'absurde de la libération. de la Et, libération. Concernant les détenus du Hirak, ils sont en prison, non seulement on leur rend justice, c'est pas une grâce, on leur rend justice, parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien, qui exercent leurs droits constitutionnels et histoire. Donc d'ailleurs, il existe même leur réhabilitation. C'est ça le problème. Ma question, Youssef, ma question, est-ce que pour un détenu qui souffrirait des mêmes problématiques de santé ou des problèmes de santé similaires en tous les cas en termes de gravité, est-ce que un autre détenu d'opinion bénéficierait justement de cette somme? Ou parce qu'on s'occupait de Saint-Salle parce qu'on ne voulait pas qu'il meure en prison, et parce que derrière Saint-Salle, il y a tout un comité de soutien qui est à l'étranger et qui est composé de personnalités politiques, influentes, etc., en France, en Allemagne. Est-ce que la même somme d'argent serait dévouée à la prise en charge d'un autre détenu ou d'autres détenus d'ailleurs? Pas du tout, Ou pas du faut-il tout. être sur salle et avoir un soutien Pas du tout, parce que c'est là un peu, ça qu'on accepte, qu'on le déplace, on le met dans soit une cellule au niveau truc réservé, l'infirmerie au niveau de la prison, ou le transfert dans une cellule, voilà, c'est un carré spécial au niveau de l'hôpital Mustapha pour les détenus. Pas plus. Même, c'est pas nouveau ça. Je me rappelle, dans les années 90, il y avait un des détenus, je crois, directeur du considère de Miloud Brahimi, qui suit, il avait un cancer généralisé. Il demandait à chaque fois sa libération au sein gestionnaire. Il était accusé pour défi de gestion. Défi de gestion, et ils l'ont pas libéré. Des années de lutte, ça pour qu'il soit voilà, transféré dans des cliniques, etc. Mais il y a sur ça, c'est le fonctionnement de l'appareil judiciaire. J'ai assisté à une situation similaire. Quand j'étais en Algérie en 2000, il y avait un cas d'un jeune algérien, franco-algérien, qui n'est jamais rentré en Algérie. Il vivait à Lille. Et en rentrant avec sa maman en 2000, l'arrête, accusé d'avoir commis un attentat terroriste en compagnie de Hassan Attab. Donc, il y a eu beaucoup d'articles, j'en ai écrit plusieurs, etc., pour dire il n'a jamais demandé de visa, ou il n'avait jamais, cette année qu'il a fait son passeport algérien, comment il a pu rentrer en 95 en Algérie. Donc, la question c'est laquelle, etc. Même le général visé par l'attentat Abderrahim, il m'a appelé à l'époque, il m'a dit, c'est pas moi dans la confrontation, etc. C'est la gendarmerie qui l'ont accusé, moi je ne l'ai pas vu. Donc, il y a eu, mais après une année, il y avait une manifestation à Lille, il y avait devant le consulat, il avait un avocat français, etc. Mais, au bout d'une année, sans procès, sans rien du tout, on lui fait sortir de la prison
Il était sévèrement malade, il avait un œil, il allait perdre son œil. On l'a envoyé par avion en France. Et ils ne sont pas arrêtés là. C'est-à-dire que l'affaire, etc. Mais ils ont continué à le mentionner dans des affaires liées au terrorisme, des attentats. En 2007, il y a eu un procès où il l'implique avec Hattab dans un procès. Et le ridicule dans ce procès, on dit que il a été arrêté en 2000 en rentrant en Algérie, mais il a été envoyé pour des soins à l'étranger. Ça m'a fait rire cette fois quand je lis ça, parce que comment il est présent, il est en détention, on l'envoie se soigner à l'étranger. Les Algériens qui sont libres, ils n'ont pas cette faveur d'être envoyés à l'étranger alors qu'il était en prison. Oui, voilà, on a un appareil judiciaire qui fonctionne sur la tête, c'est-à-dire qu'on n'a pas, il y a rien. Oui, mais quand c'est pas la justice qui s'exprime, quand c'est le politique, la justice qui est instrumentalisée, c'est le politique qui s'exprime. Donc on peut, et comme le politique il est fluctuant, il n'obéit qu'à ses propres intérêts, à ses intérêts immédiats. Donc les décisions de justice font les frais de la gestion politique qui s'immisce dans la justice. Juste pour... moi, je voudrais lancer un appel au comité international de la Croix-Rouge. Est-ce que ce comité pourrait rendre visite à ces détenus d'opinion qui sont grévistes de la faim, qui font la grève de la faim? Est-ce que ce comité, qui est basé en Algérie, pourrait faire l'effort? Parce que bon, ça fait partie de ses prérogatives. Juste pour expliquer un peu les prérogatives du comité international de la Croix-Rouge, il a cette prérogative qui est de s'assurer que les conditions carcérales des détenus et des grévistes de la faim respectent bien la dignité et les besoins en soins et en attention des prisonniers. C'est pas eux qui interfèrent dans la gestion médicale, mais eux sont là pour constater qu'en tous les cas, ces grévistes de la faim bénéficient d'un suivi et d'une attention médicale. Donc, j'espère que le comité international de la Croix-Rouge fera ce qu'il faudra faire et ce qui fait partie de ses prérogatives. Youssef, on finit. Juste un mot. Il y a un téléspectateur un commentaire qui le suit, dit: vous n'avez même pas le courage de parler sur les condamnés à mort qui n'ont rien fait. Depuis tout à l'heure, je lui réponds, depuis tout à l'heure, on parlait de ça. On a parlé, c'était les cas des détenus de l'Arbaïna Terraton. On a parlé que son procès doit être refait et on a parlé des conditions de leur détention, etc. Concernant, il faut faire une émission spéciale. On a fait déjà, j'en ai fait au moins 4 sur cette question. Donc, d'ailleurs, la Cour suprême, elle a annulé les jugements. On attend le nouveau procès et sans programmation. Donc, on s'est exprimé déjà que ce n'était pas un procès équitable. Voilà la question. On a parlé sur leurs conditions de carcération. On ne peut pas parler de toutes les thématiques. Non, oui, voilà. Je crois en organisant une émission spéciale qu'on aura. On aura un des avocats. D'accord. Juste, je veux donc rappeler certains faits aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu la maman de Jalil Abou Amer, qui est détenue aussi. Sa condamnation à un an de prison ferme à Annaba a été confirmée aujourd'hui avec une amende et une année de prison ferme. C'est sa maman. Et on a le procès de Mouloud et ceux co-prévenus, d'ailleurs, ils ont fait plus de 16 mois de prison
et puis a été acquitté, etc. Le procès en appel qui devait se tenir aujourd'hui, il est renvoyé au 14 décembre. Et il y aura demain aussi un procès à Annaba, c'est au niveau de la cour. C'est le procès presque d'une vingtaine aussi d'Annaba qui s'étaient poursuivis en vertu de l'article 87 bis, ils ont fait plus de 16 mois de prison, dont Mohamed Tebeni à sa femme, etc. Il y avait 4 femmes ou 3 femmes, et Aouadi et plusieurs GAFA, etc. Et, ils ont fait au moins 16 mois de prison. Ils ont le procès en appel demain. Okay. Donc, voilà. Ouais. On finit sur les haragas cette semaine. Cette semaine, des familles algériennes sont à nouveau endeuillées par la mort des leurs en Méditerranée. Les jeunes, les familles qui fuient l'Algérie, qui est devenue invivable pour la majorité des Algériens, donc qui n'hésitent pas à partir au risque de périr en Méditerranée. Tu peux nous rappeler les faits, s'il te plaît? Oui, cette semaine a été marquée, c'est-à-dire par le drame vécu, surtout la population, le village de Cap Genet. Et une embarcation de fortune qui a démarré de Cap Genet, à bord de laquelle il y avait 23 personnes, dont une femme et 2 enfants, etc. Donc, cette embarcation est restée en raid 9 jours, parce que j'ai vu des appels des familles, etc., de Cap-Genet, etc. Elle est restée 9 jours en mer. Malheureusement, il y a eu 18 morts dans la femme ici, bébé. Il n'y avait que 5 rescapés. C'est la marine espagnole qui les a repêchés, etc. Donc, c'est une catastrophe encore. Et ce qui était étonnant, le plus dramatique, que le régime algérien reste toujours dans le déni, refuse de reconnaître, surtout l'information, la seule information qu'on a eue cette semaine, etc., c'est qu'on nous informe que les services de sécurité ou l'armée, ils ont avorté une tentative de haraga de 11 personnes qui ont été arrêtées. Et sans ne dire le sort de ceux qui ont quitté et combien, parce que le ministre, dans la même déclaration aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il dit que c'est un phénomène, on travaille, il cite le cas parce que ce qui les dérange, il cite le cas des 7 adolescents qui ont quitté la Pérouse, etc. Ce qui les dérange, c'est les 7 qui ont été trop médiatisés, qui remettent en cause le pouvoir lui-même, ce qui les intéresse. Il a dit, oui, mais il a dit, c'est un phénomène, mais il est en recul. C'est pas vrai, c'est un phénomène qui n'est pas en recul, parce que les haragas, d'habitude, les haragas, ils partent souvent en été. C'est souvent au beau jour qu'ils partent parce que la mer est moins agitée, il y a moins de risques en mer. Nous sommes au mois de novembre, la mer est déjà agitée et c'est déjà l'hiver aux abords, enfin en tous les cas en Europe et même en Algérie, c'est déjà l'hiver. Donc si les gens continuent de partir même en hiver, c'est que leur situation, la situation en tous les cas telle qu'ils la vivent est devenue insupportable, invivable pour eux. Après, la réponse des autorités algériennes, qui est, comme toujours, les répressifs, n'arrangera pas les choses. Ce n'est pas une réponse d'un pays qui se respecte et d'un pays qui a le souci de la vie
de la vie de ses citoyens. Ils ne cherchent pas à établir un partenariat avec les autorités espagnoles pour récupérer ne serait-ce que des restes des corps, etc. Les quelques citoyens algériens, enfin quelques familles, font la démarche, des démarches individuelles pour essayer de savoir ce qui est arrivé au leur. Malheureusement, bon, les autorités espagnoles ne sont pas. Elles recueillent les corps, elles les enterrent dans la dignité, mais elles ne peuvent pas procéder à tout le travail de recueil d'ADN pour pouvoir donner des réponses aux familles. Ça, c'est une tâche normalement qui incomberait à l'Algérie ou à minima une demande de l'Algérie et un partenariat qui démontrerait pour les Algériens que ces gouvernants ont le souci des familles, ont le souci de la vie, que la vie de l'Algérien mérite qu'on s'y attarde et que même mort, un mort a droit à la dignité. Donc la réponse répressive jusqu'au premier. Oui, dis-moi. Le premier semestre, en juin, il y a eu plus de 1000 Algériens qui ont quitté pendant cette année, les autres... sans retrouver. Le régime le nombre des Algériens a dépassé le nombre des subsahariens. Oui, tous les noms, même les Marocains, Ouais, il a dépassé le nombre des subsahariens, ce qui est quand même, ce qui dénote de quelque chose, qui montre que les Algériens partent parce qu'ils ne se sentent pas bien chez eux, parce que le pays leur est, les conditions de vie, les conditions politiques, les conditions sociales, surtout les conditions politiques leur sont devenues insupportables. Donc ils partent. Mais encore une fois, la répression ne peut pas être la seule solution. Elle peut peut-être être une des solutions, surveiller les côtes, mais étant donné donc le nombre de côtes que l'Algérie a, ce n'est pas possible, mais quand bien même, les gens partent au risque de périr en mer. C'est plutôt les conditions de départ qu'il faut régler, c'est-à-dire rendre l'Algérie attractive, rendre les conditions de vie des Algériens supportables, vivables, et pouvoir vivre dans l'espoir, par exemple, qu'avaient vécu les Algériens pendant les 2 ans de Hirak, où il n'y a pas eu de haraga. Eh oui, non, le déni, parce que des jeunes, des Algériens, actuellement même des familles qui quittent, qui se jettent dans la mer au risque de perdre la vie, etc. C'est l'image, c'est le miroir du régime. C'est pour ça qu'il y a ce déni, parce que c'est un échec, des impasses. C'est pour ça on ne veut pas reconnaître qu'il y a un échec. On parle de tout, à chaque fois on trouve des boucs émissaires, cela on ne trouve pas. Et là, c'était bon, parce que moi, la vie est difficile à l'étranger. Mais bien, j'ai lu un témoignage aujourd'hui de quelqu'un qui a commencé, même il était à un moment du côté d'Annaba, il a fait même imam, ou même où il était à l'université, il a fait sa formation, etc. Il a été arrêté pendant le Hirak, ça, il explique pourquoi il a quitté l'Algérie. Pourquoi Harag, il est parti Harag. Il y a la question des libertés, il y a la question aussi, tu lui dis, les gens préfèrent, moi je les rencontre tous les jours, préfèrent, parce que quand tu lui dis l'Algérie elle est meilleure, comme il dit, j'ai entendu Tebboune Akossi, il dit la meilleure plateforme elle existe à travers le monde, c'est le logement, c'est faux, complètement faux, c'est de mentir aux gens. Des plateformes de logement, une petite ville région parisienne, il faut une plateforme pour une région. Tous les demandeurs, c'est pas l'ADN seulement. Tous les demandeurs, ils t'appellent, extrait, te proposent des logements. On est dans. On est de toute façon à ce niveau-là, on est dans l'inflation du discours, c'est-à-dire on utilise
on utilise de grands mots, on est les premiers, etc. La réalité est bien évidemment tout autre. Les Algériens ont malheureusement, l'expérimentent malheureusement tous les jours. Je crois qu'on doit terminer mais On a fait le passer. tour. Oui, on On a a fait le fixé tour une et nous heure. regrettons donc Ah ouais. vraiment que Majid qui n'est pas avec nous. Hein. voilà, Après, notre la invité, semaine prochaine, maître peut-être on va Majid, régler ce problème oui, avec que lui. Qui est le maître problème. Majid Achour n'ait pas pu nous rejoindre et nous vous renouvelons nos excuses par rapport au démarrage et aux problèmes techniques de départ. Nous terminons Ah, cette émission. Oui. juste un mot. Je m'en félicite. J'ai des amis qui viennent d'avoir aussi leur passeport parce qu'après des années depuis 2023 qui leur ont interdit le passeport suite à des procès, etc. Ils ont réussi un premier pas, ils leur ont remis leur passeport. C'est au moins on termine. Donc, C'est ce qui veut dire que tu as notre, reçu ton passeport? non, pas moi, en Ah, des Algérie, amis. des amis D'accord. en Algérie, c'est notre un peu d'espoir. S'il y a aussi, parce que ils n'ont aucun droit aussi de leur interdire de leur remettre leur passeport, pourtant la justice a décidé de leur rendre leur passeport. Donc, je m'en félicite et je souhaite aussi que tous ceux qui sont interdits de rentrer ou de sortir, ils peuvent avoir leur droit aussi à la sortie et la circulation, en même temps à la libération de tous les détenus et leur réhabilitation. Merci, Ordia. Mais merci. Bien évidemment, nous terminons cette émission en demandant la libération de tous les détenus d'opinion. Une pensée pour ces détenus qui sont injustement incarcérés. Une pensée pour ces grévistes de la faim. Et une pensée pour les familles des Haragas qui vivent dans l'angoisse et pour les autres donc, qui vivent dans le drame de la disparition et parfois sans récupérer les corps des leurs. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Njaoun lahna. Ala khair.